Tout pour investir, le déchiffrage. Le déchiffrage de ce lundi, il s'installe en studio en ce moment. Vincent Grard de Trade Republic, bonjour. Merci d'être avec nous. Et Gustave Sonden de Colbert, merci d'être avec nous. Alors, bien évidemment, on va revenir sur la nouvelle du week-end. Enfin, elle commence à dater, hein. Date de vendredi soir. Elle a été largement commentée, largement anticipée sur les marchés, comme on peut le voir. La France est dégradée. Donc, on passe de AA- à A+. Mais je le disais, ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, finalement, c'est qu'on reste dans une catégorie d'investissement plutôt intéressante encore, avec un bon rendement. La perspective est stable. Ça veut dire qu'au prochain rendez-vous, a priori, ça ne bouge pas. On va rester sur ces niveaux-là pendant un moment, en attendant le rendu de décision des autres agences. Mais Gustave Sonden, c'est mieux qu'anticipé sur les marchés. C'est-à-dire que ça a même libéré du potentiel sur les actions et ça contribue à la détente des taux. Alors, je trouve votre lecture quand même bien optimiste, ça fait plaisir. Wow, j'essaie de commencer la semaine avec des bonnes nouvelles. Non, mais ça fait plaisir. Bon, moi, j'avais une petite expression en tête, c'est le grand déclassement. Oui. Donc, c'est un petit peu moins optimiste. On est dans le Club Med. Vous vous souvenez, on parlait du Club Med pour parler des dettes espagnoles, portugaises, italiennes. Ben, nous y voilà. En fait. Il y avait l'expression Club Med, il y avait l'expression aussi PIGS. Je ne sais pas si vous en souvenez. Oui, bien sûr. Parmi les PIGS, il y avait notamment l'Irlande, qui aujourd'hui, si on fait un petit calcul moyenné des 3 grandes agences de notation, se trouve devant nous en note de crédit. Donc on est derrière les PIGS. Donc c'est quand même un grand déclassement. On est au niveau de l'Estonie, vous me dites. Exactement, ouais, je trouve que ça met les choses en perspective. Ouais. Pourquoi ? Parce que l'Estonie, il y a 20 ans, c'est un PIB par habitant de $10 400. Voilà, juste pour qu'on se représente un peu les choses. Donc, effectivement, c'est un pays qui a beaucoup progressé depuis, mais d'où ils viennent et où ils arrivent, et inversement, ça fait quand même un peu peur. Et le grand déclassement, pourquoi ? Parce qu'en fait, au-delà d'un changement de notation, c'est un changement de catégorie, c'est ce que je vous disais, puisque notamment nous-mêmes en Europe, on a mis des contraintes à nos principaux porteurs de dette, nos investisseurs institutionnels, avec une loi qui s'appelle Solvabilité 2, et qui oblige les grands détenteurs à détenir un certain quota de dette à partir de quel seuil ? AA. Donc nous, on vient de descendre de AA à simple A. Ça ne veut pas dire que ces acteurs-là n'ont pas le droit d'en détenir, mais typiquement, les recommandations de Solvency 2 ou Solvabilité 2, c'est maximum 30% de simple A. Donc ça veut dire qu'il va y avoir probablement des acteurs forcés qui vont devoir effectivement faire des cessions. Et ça peut créer une pression, je dirais, plutôt déflationniste sur les prix de la dette française, et qui dit baisse des prix, dit hausse des taux. Des taux qui montent. Hein, exactement. On avait beaucoup parlé aussi du Japon, qui techniquement a un quota aussi très précis de notes de cette catégorie-là. Désolé de casser un peu l'ambiance. Ouais, non, Vincent Grard. Moi, je suis plutôt de l'avis de Gustave, pour le coup. Ça dépend du niveau d'ambition qu'on a envie d'avoir collectivement. Et je le perçois aussi comme un déclassement. On passe en seconde division. Ouais. Mais globalement, sur l'impact sur les marchés, vous en êtes à penser qu'on est peut-être un petit peu complaisant avec quand même ce qui reste un événement. On est tous d'accord, c'est quelque chose. Sur le marché action, oui. On a vu aussi que maintenant, certaines entreprises françaises qui émettaient de la dette sont considérées comme moins risquées que l'État lui-même. Donc c'est très, très symbolique, parce qu'on a des entreprises, d'un côté, qui, elles, sont purement dépendantes de leur niveau de vente, de leur marge et ainsi de suite, pour générer du bénéfice et être en capacité de rembourser la dette qu'ils émettent. Et en face de ça, on a un État qui, lui, a le plein droit de lever de l'impôt pour financer sa dette, qui est considéré comme plus risqué que des entreprises qui sont domiciliées dans son pays. Symboliquement, je trouve ça assez fort de mon côté. Oui, effectivement. Vincent Grard, on reste avec vous. Vous m'avez soumis quand même un sujet que je trouve très intéressant, parce que on est en pleine évaluation des secteurs, on donne des noms un petit peu aux choses qui sont en train de créer des dynamiques de croissance à travers le monde. Vous vouliez nous parler de l'économie de l'attention. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Parce que ce wording, on va forcément le retrouver à un moment ou à un autre quand on est investisseur. C'est un terme un petit peu compliqué, en effet. Si on veut le simplifier, on va dire le coût du manque d'attention pour les entreprises ou pour notre pays. Il y a le Trésor qui a sorti une étude très récemment sur combien coûte collectivement l'inattention qu'on peut avoir, notamment à cause des réseaux sociaux. Vous savez, le fait de scroller gentiment pendant la pause, qui devient une pause de 5, 10, 15, 20 minutes. Et mais au final, collectivement,
En termes de productivité au travail, le Trésor a réussi à chiffrer ça. On est à 15 milliards d'euros actuellement d'impact, ce qui représente à peu près 0,6% de notre PIB. Voilà, ce n'est pas des chiffres d'un cabinet inconnu, c'est des chiffres du Trésor. C'est les chiffres du Trésor, c'est une étude, ça tient compte de 2 facteurs. Donc déjà la perte de productivité pure, du temps perdu en fait sur les réseaux sociaux plutôt que d'effectuer son travail. Également l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale. On en parle beaucoup. Voilà, la surexposition aux réseaux sociaux, maintenant c'est largement prouvé, peut avoir des conséquences cognitives assez fortes. Donc ça, c'est 15 milliards d'euros actuellement. Et ils ont fait des projections jusqu'à 2060, et en 2060, ça pourrait être 75 milliards d'euros. Donc notamment à cause du fait que nos générations, nos jeunes d'aujourd'hui, sont en train d'avoir une certaine addiction aux réseaux sociaux, peuvent développer des biais cognitifs importants et devenir des travailleurs moins assidus dans les prochaines années. Moins productifs. Exactement. Gustave Sanden, c'est une problématique qui vous intéresse, ça ? Parce qu'on est en plein milieu. Hein. Il y a cette commission parlementaire qui a rendu un avis, mais d'une dureté particulièrement notable autour de TikTok et du phénomène d'addiction, de pourrissement du cerveau à un certain stade. On voit que TikTok est aussi un des enjeux de la rencontre là qui a lieu en ce moment entre représentants chinois et représentants de l'administration américaine à Madrid. C'est un enjeu économique, ça, cette forme d'addiction et de baisse de productivité liée aux réseaux sociaux ? C'est clair que c'est un enjeu économique, mais je trouve que la question que ça pose, c'est est-ce qu'on a besoin d'une économie qui travaille demain ? Puisque finalement, le changement technologique qui s'opère, c'est peut-être que finalement, votre valeur jusqu'à présent, c'était ce que vous produisiez. Peut-être que demain, votre valeur, c'est ce que vous allez consommer, et y compris en termes de contenu. Ou en tout cas, je pense que c'est un petit peu... Et effectivement, c'est des débats qui ont déjà démarré depuis longtemps, en fait. Revenu universel, c'est quoi ? Toutes ces questions-là, c'est quoi ? C'est en fait le postulat que finalement, la société est capable de produire suffisamment de richesses pour tous et qu'on a de moins en moins besoin d'individus productifs. Et par conséquent, pour créer de la valeur, on va utiliser d'autres choses, votre consommation, votre attention. Et c'est ça qui va finalement produire de la richesse dans ce monde-là. Donc c'est une question un peu philosophique, mais moi c'est ça que ça m'évoque. C'est plutôt ça que ça m'évoque, puisque finalement ce déficit productif, on ne le voit pas dans les grands chiffres. C'est-à-dire que les économies continuent à croître. Et peut-être même que l'intelligence artificielle ou que le recours... Je voulais éviter le mot magique, mais effectivement... non, mais on en parle. Hein, mais effectivement, il y a eu d'abord une révolution industrielle plutôt des cols bleus, et c'est peut-être la révolution industrielle des cols blancs qui est en train de démarrer. Mais alors franchement, regardez cette étude du Trésor, c'est quand même assez impressionnant. Vincent Grard, on va parler d'un autre des événements de la semaine passée, mais qui en dit long et qui va durer, qui va être une des dynamiques à regarder de près, c'est que Elon Musk n'est plus l'homme le plus riche du monde, maintenant c'est Larry Ellison. Alors on en a beaucoup parlé, c'est vrai que Oracle, pour des générations assez jeunes, on va dire, en termes de présence dans l'univers économique, c'est tiens, Larry Ellison. Larry Ellison, ça fait 30, 40 ans qu'il y travaille à ça. 1977. Voilà, création d'entreprise, IPO en 1986, voilà. Qui n'a pas énormément fonctionné parce qu'il y a un certain Microsoft qui est arrivé quelques jours après. Tout à fait. Larry Ellison, 81 ans, qui vient de prendre la première place, comme quoi il n'est jamais trop tard. Ça laisse de l'espoir à beaucoup de monde. Superbe story. Après, ça rentre dans le cadre de la hype, comme on pourrait dire, qu'il y a actuellement autour de l'intelligence artificielle. Ce qui m'impressionne, moi, le plus, c'est les chiffres sur le carnet de commandes. Oui. On parle d'un carnet de commandes pour l'année prochaine qui est égal à 7 fois le chiffre d'affaires actuel. Oui, c'est-à-dire qu'avant, on disait, le cloud, parce qu'on parle d'IA, on parle surtout de capacité de stockage et de capacité de traitement de l'information. Il y avait AWS, il y avait Microsoft, et là, d'un coup, boum, oui, Oracle. La force d'Oracle, c'est qu'en fait, ils externalisent le côté immobilier, donc les endroits où sont stockés les serveurs, et ils s'occupent uniquement de ce qu'ils savent bien faire, la technologie et l'architecture, exactement. Donc c'est un pari qui finalement est devenu payant. Gustave Sanden, c'est vrai que moi j'ai commencé à faire la bourse dans les années 2000. On parlait déjà de Larry Ellison, qui était une des plus grandes fortunes du monde, qui se faisait virer de son propre yacht tellement il s'habille normal, et le videur lui a fait non, tu rentres pas. Il y a tout un mythe aussi de cette vieille high-tech
qui revient au premier plan, comme Microsoft, comme Oracle. Est-ce que vous pensez que ça peut redonner vie aussi à, je ne sais pas, un Intel? Alors on voit que le destin d'Intel est un petit peu compliqué parce qu'il y a Donald Trump qui a pris 10% du capital. Est-ce que vous pensez que ça peut faire revenir au premier plan des anciennes gloires de la high-tech qui vont se retrouver une seconde jeunesse justement dans l'IA, le cloud et ces dynamiques de développement? Oui, j'aime bien votre question, je trouve que ça dit quelque chose comme le commentaire de Vincent. Le premier client d'Oracle, c'était la CIA. Et en fait, oui. C'est moins connu Oracle. Pourquoi ? Parce que c'est justement plutôt de l'infrastructure. C'est ce sur quoi on bâtit et c'est pas des consommateurs tech comme finalement Meta, Google, etc. qu'on a tous dans notre quotidien. Et donc ces sociétés finalement d'infrastructures, de technologies lourdes retrouvent un énorme espoir aujourd'hui parce qu'il y a un changement justement de paradigme du point de vue de l'usage avec cette intelligence artificielle, on y revient. Et effectivement là, ce qui porte clairement la valeur, c'est que le choix justement du leader de ce nouvel usage se porte sur Oracle. Et donc, eux, en termes d'infrastructure, ça leur donne un potentiel de croissance assez illimité. Et effectivement, ça va être très intéressant de voir ce que ça donne pour eux, mais pour d'autres entreprises qui sont peut-être un petit peu plus sous les radars depuis quelques temps. Alors, dernier aspect qu'on va traiter aujourd'hui, c'est vachement intéressant parce qu'on voit des entreprises qui débordent de dynamiques de développement, qui arrivent à s'endetter très convenablement sur les marchés, et peut-être mieux que les États souverains. Est-ce que c'est un phénomène qui va vraiment être crucial pour nos investissements dans les prochaines années? Par exemple, l'opportunité de plus investir dans de la dette d'EDF, de Veolia, d'Orange, que dans la dette des États souverains. Bon, pour l'instant, c'est un peu un épiphénomène quand même. On parle de 10 valeurs en France qui sont effectivement mieux traitées que la dette française. Ça dit quand même des choses, puisque finalement, les dettes des États, au-delà de la qualité du crédit, sont aussi des outils très liquides. Et donc, il devrait y avoir une prime d'illiquidité en leur faveur par rapport aux entreprises. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a 10 sociétés donc, en France, BNP, Airbus, LVMH, qui traitent du coup dans des meilleures conditions que l'État français depuis cette dégradation. Moi, je pense que ce que ça dit plusieurs choses. Ça dit qu'il se passe un tournant sur les taux, ça c'est clair, parce qu'on a aujourd'hui quand même un changement de régime qui devrait s'opérer cette semaine aux États-Unis. On voit qu'il y a eu un petit rallye quand même qui s'est produit sur les taux longs déjà depuis un mois qui anticipe justement ce changement de régime. Et les investisseurs sont en train en fait d'aller chercher à embarquer justement ces taux qui étaient quand même plutôt attractifs ces derniers mois par rapport à ce qu'on a connu dans la décennie 2010-2020 pour simplifier. Donc nous, on fait très attention à ça. On pense que ces taux, et notamment investment grade, parfois à plus de 4%, étaient vraiment cruciaux à aller embarquer. Et donc je pense qu'il y a un changement effectivement qui s'opère dans les portefeuilles, au-delà effectivement de ces épiphénomènes qui disent quelque chose sur la qualité du crédit, sur la capacité à aller embarquer ces taux. Parce qu'une fois que c'est passé, c'est passé. Hein. Oui. Et là, vous vous placez à 2 ou à 1, et là, il faut attendre 15 ans pour que le cycle revienne. C'est exactement ça. Le changement de régime, bien sûr, c'est cette baisse des taux très anticipée de la Fed qui doit être annoncée mercredi soir à l'issue de la réunion du comité de politique monétaire. Vincent Grard aussi, vous avez un sentiment autour de ces entreprises finalement qui sont moins risquées à investir que les États souverains? Moi, je pense surtout que le problème côté État souverain, et notamment en France, il est majoritairement dû sur l'instabilité politique. Parce que le niveau de dette, il a sensiblement pas beaucoup évolué ces dernières semaines ou ces derniers mois. Donc, je suis assez persuadé que si on revient à un niveau de stabilité conséquent, les choses vont rebasculer sur ce qu'on appelle quelque chose de plus normal. Et donc, on sait que sur les marchés, ça peut arriver très, très vite. Merci infiniment, messieurs. Merci, Gustave Sanden de Colbert et Vincent Grard de Trade Republic. Merci d'avoir été avec nous pour déchiffrer cette actualité économique, encore une fois, foisonnante.